On se retrouve après Côté Jardin et Vatoto avec Pierre Creton. Bonsoir Pierre. Bonsoir Christian. Et Vincent Barré. Bonsoir Vincent. Bonsoir Christian. Alors Côté Jardin, j'aurais envie de dire que c'est un peu ton film muet burlesque. Bien qu'il y ait un aspect, un contrepoint qui justement dans le son qui vient contrebalancer le côté burlesque. Mais j'ai envie de le voir vraiment comme ça. Il y a un côté début du cinéma avec un dispositif très simple. Et il y a plus de montage qu'au début du cinéma. Mais voilà, c'est un film que je trouve très, très burlesque. Ouais. Et je voulais savoir comment ce contrepoint t'est venu. Qu'est-ce que tu voulais raconter avec ça ? Je suis parti de ce contrepoint, c'est-à-dire que je suis parti de cette tragédie de Fukushima. Alors peut-être il faut quand même redire dans quel contexte s'est fait ce film. Mmh. Je l'ai fait pour les 20 ans de Côté Court, à Pantin. 20 ans, 25 ans, je ne me souviens plus. Ouais. Je crois que ça fait 30 ans cette année. C'est fort possible, bon. Mais... Enfin, c'est pour un anniversaire, en tout cas, de Côté Court. Jackie Évrard a sollicité les réalisateurs qui étaient passés par le festival. Et Côté Court, Côté Jardin, autre contrepoint. Et puis cette tragédie de Fukushima, que moi j'ai vécue d'une façon, mais moins évidemment de façon tellement désolante, tellement tragique, tellement terrible, quoi. Voilà, c'est vraiment incroyable ce danger permanent et en même temps que ces fleurs au printemps qui continuent de fleurir. Malgré tout, la nature continue, c'était un peu ça Oui. De toute façon, c'est la réalité. Je veux dire, pendant que tout mourait à Fukushima, Vato, tout fleurissait, quoi. Et on entend à la radio. La radio, elle fonctionne chez moi beaucoup. Et voilà comment résonne l'actualité du monde dans le jardin, dans nos jardins. Un marcassin sur le point de mourir débarque chez Madeleine. Apparemment, c'était le point de départ de Vatoto. Et tu dis, il m'est apparu très artificiel de raconter une histoire isolée, parce que cela n'arrive jamais dans la vie. Et à partir de là, le film a été complété, enrichi d'autres arcs narratifs, d'autres personnages. Vincent apparaît dans le film en tant que Vincent Barré, contrairement au Bel Été, où vous faites jouer vos propres rôles par des comédiens ou par d'autres personnes, par des amis, pardon. Là, vous êtes vous-même. Et donc, alors voilà, à partir de l'histoire de Toto, comment vous êtes arrivé à Vatoto, le film terminé, en tout cas l'écriture terminée autour de ces différents arcs. Comment ça s'est construit peu à peu ? J'imagine que c'était assez long. Oui, je me souviens avoir dit en effet que cette idée de plusieurs histoires, il y a deux choses qui sont arrivées. Il y a deux choses auxquelles j'ai pensé, peut-être assez... Alors, il y a une chose que j'ai imaginée assez vite, c'est qu'il y aurait une autre voix que nos voix. Je savais qu'il y aurait nos voix, la voix de Vincent, de Madeleine, alias Guylaine, de moi, de Joseph.
Je savais qu'il y aurait nos voix, mais qu'il y aurait une voix supplémentaire, une sorte de voix fictionnelle, comme j'imagine on a dans nos vies, où on se raconte parfois, peut-être souvent, je ne sais pas, ça dépend, où on se raconte un peu la vie, sa vie. Et je savais aussi que je demanderais à des acteurs pour trancher avec nos propres voix. Et puis peut-être même des voix assez reconnaissables dans le cinéma, comme celle de Françoise Lebrun, de Jean-François Stévenin, ou de Rufus, ou de Evelyne Didi. Ça, je savais au départ. C'était presque un peu l'enjeu pour entre le réel et puis le romanesque, la fiction. Et puis, une chose est arrivée, mais alors ça un peu plus tard, et c'est là où Vincent est intervenu, c'est qu'au départ, il n'y avait que Toto, et que c'était pas suffisant, et non seulement c'était pas suffisant, et puis qu'est-ce que c'est que de raconter... Enfin, à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que c'est que de raconter une seule histoire, parce que dans nos vies, ça n'arrive jamais qu'une seule histoire, même s'il y en a une, même si on tombe amoureux ou si on perd quelqu'un que l'on aime, il y a toujours autre chose à côté. Et je suis allé chercher ce qu'il y avait de plus proche à ce moment-là autour de cet événement, qui est l'arrivée de Toto, et à savoir Vincent, et ma rencontre avec Joseph, beaucoup plus récente. Et c'est là que j'ai demandé à Vincent d'écrire. Encore une fois, moi qui suis toujours en train d'essayer d'attirer Pierre à aller se promener au loin, il m'a dit, je veux bien retourner en Inde si c'est pour filmer les singes. À bon entendeur, salut. Je suis allé à Shimla, j'ai fait les repérages et je lui ai dit c'est bon, voilà les plans, voilà l'architecture, voilà les singes. Les singes que j'avais rencontrés, moi, tu les connaissais, au premier voyage quand on a filmé l'Arc d'Iris. On était revenu par cette ville où les singes sont comme les pigeons de Paris, c'est qu'ils envahissent tout, ils sont menaçants, ils détériorent, enfin les habitants les pourchassent, les tuent. Donc, ils sont sacrés. Hein. Et il y a un temple au dieu Hanuman. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé avec, non pas un marcassin, c'était Inghilen, mais Vincent et les singes, et Joseph et les chats. En fait, tout ça n'est qu'un prétexte pour retourner à Shimla. Oui. Dans le film, tu as l'air de dire que Vincent cherche à t'éloigner un petit peu des singes au départ, où j'ai mal compris. Il y a un endroit en fait où les singes vivent, je crois que c'est le temple d'Hanuman, c'est ça, oui. Et que il y a une phrase dans le film où tu dis quelque chose du genre malgré les réticences de Pierre, j'ai réussi à retourner voir les singes, non? Je me souviens plus, mais en tout cas, oui. C'est un endroit où les singes se regroupent avant de repartir dans la montagne pour la nuit. Oui. Donc, vers la tombée du jour, enfin avant la tombée du jour, il y a une espèce de migration des singes vers ce plateau qui est une sorte de terrain de foot et dont les gens ont peur. Ah oui. Donc, Pierre, qui sait parler aux animaux, avait su attirer les singes jusque dans la chambre de l'hôtel contre toute interdiction. Et puis, toujours très confiant, nous conduit, décide de nous filmer sur ce terrain où se regroupent tous les singes, donc certains inoffensifs, d'autres un petit peu inquiétants, mais moi, je me coule dans la tranquillité qu'il installe avec les bêtes. Moi, je suis comme il installe la tranquillité sur les tournages aussi. Alors, on est sur les animaux. Alors, je voulais lire ce petit texte extrait du texte qu'a écrit Cyril Nera pour le DVD de Vatoto. Le silence qu'octroie l'absence du langage fonde l'intimité originelle du cinéma et des animaux.
la séduction qu'ils exercent sur la caméra, le pouvoir d'attraction sur sa passivité. De cette aimantation silencieuse, le cinéma de Pierre Creton, plus qu'un autre, manifeste l'évidence. Filmer, convertir l'existence en cinéma, c'est pour lui une manière d'intensifier le devenir animal qu'il cultive au quotidien, d'en accueillir les preuves et les effets dans l'image, d'y retenir les joies qu'il procure et que le cours des choses humaines et langagières menace toujours de négliger ou d'emporter. Le devenir animal. Deleuze. Ouais, oui. Donc je trouve que voilà, on est tout à fait dans ce. Est-ce que tu retrouves ta démarche en fait dans ce que dit Cyril? Est-ce que tu. Je me retrouve dans tout ce que dit Cyril. Ok. On passe à une autre question. Bon, c'est là dès le début. Je sais pas, il faudrait revenir à. Alors bon, excusez-moi pour l'autobiographie, mais il faudrait revenir au tout départ. Je me souviens d'une chose, enfant, de dessiner sur une table avec un chat devant moi, et je crois que c'est vraiment un moment fondateur, comme on dit. Je sais qu'à ce moment-là, à la fois l'acte de dessiner, d'imaginer, ou finalement c'est assez mystérieux, en présence de l'animal, je crois que c'est finalement après une situation qui est beaucoup revenue. Bon, alors évidemment parce que chez moi j'ai des animaux, je vis avec eux, j'ai choisi de travailler auprès d'eux, chez des éleveurs, dans des situations parfois très contradictoires et très violentes. Secteur 545, travailler avec les éleveurs, que j'aimais beaucoup pour la plupart. La finalité des vaches, c'était quand même de finir à l'abattoir. C'était quand même... et moi, d'une certaine manière, je participais à ça. Enfin, je suis salarié de cette machine infernale. Bon. Voilà, alors on va faire un bond jusqu'à Toto, où Madeleine, Vincent, Joseph ont... Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je suis allé chercher vraiment au plus proche de l'arrivée de Toto dans la vie de Madeleine, ce qui m'a permis aussi de la filmer, elle. Donc d'inviter Vincent et Joseph, et eux aussi avaient une relation particulière, eux aussi avaient un devenir animal, et une histoire aussi particulière, chacun avec l'autorité, et en particulier celle du père. Enfin, tout à coup, je me suis retrouvé avec trois personnages qui avaient, ce qui fait 3 amis, qui sont devenus 3 personnages d'une fiction, avec des points très, très communs. C'était assez troublant. Vincent, quelque chose à dire là-dessus? Oui, le passage de Toto, qui a déclenché le film, à 3 histoires, en fait, desserrer l'étau de ce qu'il pouvait y avoir de dramatique autour du destin d'un petit animal nuisible rejeté par un village, à l'exception d'une femme qui décide de le prendre comme un être vivant et de le sauver jusqu'à ce qu'il soit effectivement sauvé et remis à la liberté, ayant échappé et aux chasseurs et aux gardes-chasse. Cette question que tu soulèves, où chacun, finalement, dans un souvenir d'enfance, les 3 personnes vieillissantes, évoque un souvenir d'enfance ou de petite enfance où il y a une violence de la part d'un père. De domestication, presque.
Et c'est vrai que ça ajoute comme aussi quelque chose de tendu dans ces films qui pourraient être idylliques, charmants. Et de même que la menace qui pèse sur les singes de Shimla, ça s'est effectivement passé quand on y était. Il y avait des articles dans les journaux. La municipalité avait décidé que les poisons, les battus ne suffisaient plus, que maintenant on autorisait les habitants à exterminer sans sommation les singes. Et donc j'en parle avec ce médecin bouddhiste qui est à côté de moi et qui dit en effet on ne peut pas laisser proliférer ces bêtes qui sont dangereuses et porteuses de maladies. Bref, voilà une maladie, une menace qui était pas seulement fantasmée de la dangerosité de ces bêtes. On parle la dichotomie ou du couple homme-animal. Je me suis amusé à identifier en fait les symétries dans le film. Il y a énormément de thématiques qui sont symétriques. Il y a Vincent et Pierre déjà, il y a deux personnages. Il y a la Normandie et l'Inde. Il y a l'intérieur, l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de plans, par exemple, qui sont filmés sur l'extérieur, qui sont filmés de la maison ou inversement. Il y a les deux docteurs, Manèche. Il y a Madeleine, Monette. Il y a évidemment les personnages et les voix qui sont différentes. Il y a les split screens, évidemment, c'est la partie la plus visible. Et en plus des split screens, il y a énormément de plans qui apparaissent divisés en deux, enfin qui sont visuellement, voilà. Voilà, je voulais juste dire ça. Je ne sais pas quel est le. Est-ce que tout est conscient, est-ce que jusqu'au voilà, ou pas. De toute façon, je fais pas des films. Je fais pas des films en pleine conscience. Ouais. Je crois que dans Toto, même c'est assez clair qu'il y a une grande part d'inconscience et même de rêve. Il y a beaucoup de sommeil aussi dans Toto. Il y a beaucoup de sommeil, beaucoup de dormeurs, beaucoup de rêves. Mais en effet, alors peut-être avec Ariane, doublé au montage, on s'est assez... Bon, le split screen, évidemment, étant formellement ce qui était le plus évident. Dès qu'on a essayé ça, enfin, on a vu que ça fonctionnait très très bien. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé et que peut-être, alors je ne sais pas si consciemment que ça, mais que peut-être du coup on a cultivé, tu vois, tout pendant le montage. Mais moi, ce que ça me rappelle, ce que tu relèves, c'est la séquence où, en fait, il y a quelque chose du miroir. Et pour moi, la séquence qui peut-être explique un peu ce que tu relèves, c'est le singe quand il rentre par la fenêtre. Alors bon, déjà, fenêtre... Cet animal qui arrive dans un monde, une architecture cadrée, découpée... Et ce miroir où il se regarde, enfin d'abord il y a le miroir sans teint, là, la vitre sur la table, et puis quand il se regarde aussi dans le miroir, enfin ça produit quelque chose. Mais c'est un film double. Oui. Mais c'est un film qui est de moi qui me laisse plein de questions après sa vision. Il a un côté assez. Je sais pas si c'est le fait que Mathilde Girard ait participé à l'écriture, puisqu'elle est psychanalyste, il me semble, en partie. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on n'arrive pas forcément à analyser, mais il y a beaucoup de choses qu'on ressent, mais sur lequel c'est difficile de mettre quelque chose de très précis dessus, et je trouve que c'est ce qui en fait tout l'intérêt aussi, et la richesse. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci Vincent à et toi. Pierre.